Almeida, il passe du coq à l'âne, là, il passe du gros lutteur au très très gros puncher. Ken Velasquez, ça a été un très grand champion et quand il donne son avis sur un combat de cette importance, c'est intéressant d'écouter. Je pensais que la blessure de Costa, c'était pas grand chose, mais suite à cette déclaration et suite à ce qu'a dit Alan Jouban, là par contre, je suis pas très rassuré. Un round de 5 minutes, des infos percutantes, alors rentre le menton, lève les bras, protège-toi du début à la fin et... On est le mardi 10 octobre 2023 et c'est le moment MMA. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. La première nouvelle du jour et la grosse nouvelle, j'ai envie de dire, c'est le changement d'adversaire pour Jailton Almeida. Il devait affronter Curtis Blaydes le 4 novembre et finalement Blaydes est out du combat, c'est Derrick Lewis qui le remplace. Alors j'ai plusieurs choses à dire là-dessus. Moi j'étais très content d'avoir Almeida contre Blaydes parce que Blaydes c'est un gros lutteur. Blaydes était classé numéro 5, Almeida est classé numéro 9. Ça permettait à Almeida de faire un gros bond dans le classement s'il passait bien sûr. Et surtout c'était le premier gros test de sa carrière. Pour l'instant à l'UFC il s'est clairement baladé Almeida. Il a que des finishes. De toute façon dans sa carrière il est à 19 victoires, 2 défaites. Il a pris un KO et une défaite par décision. Et sinon ses victoires il n'a jamais été à la décision, c'est que des finishes. Donc c'est-à-dire qu'il a 7 KO, 12 soumissions. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a vraiment le potentiel, selon moi, de devenir champion de l'UFC un jour. Va falloir voir ce que ça donne quand il va monter dans les rankings. Mais pour l'instant, ses combats, c'est plutôt simple à l'UFC. C'est je mets le mec par terre et je le moleste, soit de coups de coude, soit de coups de poing, soit je le soumets. Mais en général, quand il te met au sol, tu n'arrives pas à te relever. Et comme Curtis Blaydes, lui, c'est un lutteur qui aime bien être sur le dessus aussi, j'aurais bien aimé voir ce que ça aurait donné. Est-ce que Curtis Blaydes aurait réussi à lui mettre un takedown et à le mettre sur le dos ? Est-ce qu'au contraire, c'est Almeida qui aurait mis Curtis Blaydes sur le dos ? Franchement, là, il y aurait eu du répondant en face au sol, et Blaydes debout, c'est pas non plus dégueulasse. Blaydes, ses seules défaites, faut savoir, c'est contre les très gros frappeurs. Il a 2 défaites contre Francis Ngannou, une défaite contre Derrick Lewis, justement, qui prend le short notice, et une défaite contre le russe, excusez-moi, son nom m'échappe, Pavlovich. Donc en fait, il a perdu contre les 3 plus gros frappeurs de l'UFC, on peut dire. Voilà. Là, il était sur Blaydes, il était sur une défaite. Hein. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est son dernier combat, c'était sa défaite contre Pavlovich. Donc là, c'était aussi une façon pour lui de se refaire la cerise, hein, j'ai envie de dire. Maintenant, voilà. Qu'est-ce que ça va donner ? Que va donner la suite pour Blaydes ? Je sais pas trop. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il arrive proche d'une chance pour le titre, il perd. Là, quand il a pris le KO contre Francis Ngannou, la deuxième fois surtout, la première fois, ils étaient tous les deux des étoiles montantes des sports de combat, enfin de l'UFC. Il avait perdu, il n'avait pas été ridicule, il avait été stoppé parce qu'il était blessé à l'œil. Bon voilà, il avait pris le coup, il avait pris beaucoup trop de coups, bien sûr. Mais la deuxième fois, il était en train de monter. C'était Francis qui était en train de descendre. Francis, il venait de perdre son combat pour le titre contre Miocic. Il venait de sortir d'un combat contre Derrick Lewis qui était horrible. Un combat vraiment très très chiant qu'il avait perdu. Voilà, mentalement, il n'était pas encore remis. Et puis voilà, c'était la revanche contre Blaydes. Et Blaydes, là, ce jour-là, avait pris un vrai KO. Ensuite, il était remonté dans les rankings. Il avait pris un KO terrible contre Derrick Lewis. Et puis là, pareil, il venait de reprendre un KO contre Pavlovich. Donc voilà, Blaydes, pas facile pour lui en ce moment. Là, contre Almeida, s'il avait perdu, ça aurait été terrible. Ça aurait voulu dire que là, c'était vraiment la fin de la ceinture. Fini, beaucoup... Voilà, ça aurait pris trop de temps à remonter dans les rankings, à mon avis. Et voilà, pour Blaydes, c'est dommage. Pour Almeida, c'est dommage aussi, même si le combat contre Lewis, on va apprendre des choses selon moi. Selon moi, on risque d'apprendre des choses parce que Lewis, c'est un gros frappeur. Vraiment, c'est une brute. Lewis, bon, il a plusieurs défaites. Hein. Il est à 27-11 en carrière. Sur ses 27 victoires, il y a quand même 22 KO. Et c'est souvent des KO... c'est brutal, hein, ce qui se passe avec Lewis dans la cage. Et on peut dire que Lewis, contre les grappleurs, il a quand même pas mal de succès. Hein. Il avait les grappleurs et les lutteurs. Il a notamment battu... Curtis Blaydes, Alexei Oleinik, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un très 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 gros grappleur. Ilir Latifi, qui était un gros lutteur aussi. Bon, après, malheureusement, quand il a tapé l'élite, on va dire, Daniel Cormier, il a perdu notamment. Bon, voilà, c'est pas forcément facile. Dernièrement, il s'était fait battre aussi par Spivak, qui l'avait emmené au sol assez facilement pour le terminer. Et puis là, il s'était refait la cerise contre Rogerio de Lima. Il l'avait pulvérisé, on peut le dire. Il avait commencé le combat, il lui a sauté dessus, il l'a terminé. Ça a été express, 33 secondes le combat. Bon, moi là, si j'ai une petite pièce à mettre, je la mettrais sur Almeida, parce que je pense que Almeida, s'il emmène le combat au sol, Lewis ne se relèvera pas. Parce que Lewis, c'est un gros morceau. On peut se dire qu'il est puissant, mais une fois qu'il est sur le dos, s'il se relève pas dans la seconde en utilisant la puissance de son adversaire, c'est compliqué. Puis Almeida, c'est un morceau aussi. Hein. Almeida, il est sec.
c'est un musclé sec, mais il pèse son poids et puis il a des positions dominantes très très puissantes. Donc sur ce combat, moi je suis voilà, un petit peu déçu que ce ne soit pas Curtis Blades, mais en même temps je me dis qu'on va voir est-ce que Almeida est capable de passer le test d'un des plus gros frappeurs du roster actuellement. Je pense qu'il y a Pavlovich qui est devant Lewis, et je pense que Lewis tape peut-être un peu plus fort que Tai Tuivasa, mais voilà, là c'est un très bon test pour Almeida, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puisqu'on est chez les poids lourds, on y reste avec Ken Velasquez qui s'est exprimé sur le combat John Jones-Miocic. Alors voilà, en gros ce qu'il dit c'est que Miocic amène beaucoup de dangers pour John Jones, beaucoup de menaces pour reprendre son terme exact. Il dit c'est vrai qu'on pourrait voir John Jones sortir gagnant de ce combat, mais Miocic amène quand même beaucoup de choses et donc ça rend le fight intéressant. Je suis assez d'accord avec lui, hein, c'est ce que je disais la semaine dernière, mais d'avoir Ken Velasquez qui s'exprime et qui dit ça, faut l'écouter. Hein. Velasquez, pour ceux qui ne connaissent pas, il a été champion de l'UFC, c'était un énorme champion, il avait un gros cardio, c'était un très bon lutteur, mais il avait aussi une boxe explosive, il avait un cardio de poids léger, hein, pour un poids lourd, c'était impressionnant. Donc moi ce combat m'intrigue vraiment, plus on va en approcher, tout le monde va donner son avis dessus, et d'avoir Velasquez qui s'exprime, je suis plutôt satisfait d'entendre ça. Hier, je vous parlais de Paulo Costa et notamment de sa blessure au coude. Alors moi, j'avais pas l'impression que c'était grand-chose, hein, tel qu'il en parlait. Il disait voilà, je me suis fait opérer il y a 3 semaines, mais ça m'arrête pas, je continue mon camp d'entraînement, etc. Après, hier, j'ai vu une première info passer où il disait moi, Khamzat, je le bats 99 fois sur 100. La seule fois où il me bat, c'est quand le médecin me dit que je peux pas combattre. Là, je me suis dit attention, c'est bizarre. Là, il commence à parler de médecin. Est-ce qu'il est pas en train de, est-ce qu'il se passe pas quelque chose en coulisses et on n'est pas au courant? Et puis peut-être que dernier moment, Costa ne va pas combattre. Très sincèrement, j'espère pas. Parce que ce serait un coup dur. Chimaev, c'est quand même un bon test de prendre Costa dans les poids moyens, parce que Costa, physiquement, c'est costaud. Il y a quand même l'intrigue de savoir si Chimaev va l'amener facilement au sol ou pas. Hier, je disais que Cerudo disait que Costa avait une bonne défense sur les takedowns, notamment ce qu'il avait fait contre Romero. Donc il y a quand même une petite intrigue dans ce combat. Et sauf que là, il y a Alan Jouban, l'ancien combattant UFC, qui a publié une photo où il montre une cicatrice qu'il a sur le coude, et il dit « Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu Costa au coude, mais moi en tout cas j'ai eu une blessure et ma cicatrice ressemble énormément à la sienne. J'espère pour lui qu'il ne revient pas trop vite parce que moi au bout de 3 semaines ma blessure s'est réouverte. » Et il a mis une photo. La photo je pense pas que je puisse la mettre sur YouTube, j'ai peur que ça fasse sauter la vidéo. Mais en gros, voilà, la cicatrice s'est rouverte. Et il dit, voilà, en faisant du travail de sparring, j'ai mis un coup de coude à un gars, pourtant j'étais protégé, j'avais des coudières, mais la blessure s'est rouverte. Et honnêtement, à voir l'ouverture, je pense que si ça arrive en combat, le médecin, il y a de fortes chances qu'il arrête le fight. Ça serait dommage que le combat s'arrête comme ça. Maintenant, voilà, tout peut arriver. Est-ce que ce serait très douloureux si ça se réouvre ou est-ce que c'est que la cicatrice qui se réouvre? Je sais pas. Alors j'ai lu à droite à gauche que c'était sûrement une inflammation au niveau du coude qu'il avait eu Paulo Costa ou une infection, je sais pas trop, et j'ai du mal à trouver l'info. Puis je pense que son camp est assez discret là-dessus. Quand tu as une blessure en général, tu ne l'ébruites pas forcément. Mais voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère qu'on va pas avoir une annulation la semaine même du combat, parce que je sais pas qui prendrait le short notice. Et puis Khamzat, j'ai envie qu'il combatte un gars qui s'est préparé spécifiquement pour lui, et puis si possible un gars qui est au moins top 5 ou 6-7 quoi, on va dire, dans la catégorie des moyens. Je vous ai parlé récemment de Bilal Mohamed. Bilal, il pousse vraiment énormément pour avoir un title shot. Et là, hier, il s'est exprimé et son idée, c'est de dire que voilà, à part le titre, il n'y a pas grand-chose qui fait sens pour lui, à part Kamaru Usman. Il dit en plus Kamaru Usman, c'est le seul qui n'a rien de prévu pour l'instant dans le top de la catégorie. Par contre, moi, si je l'affronte, je vais avoir un salaire de champion. Alors là, franchement, moi, Bilal Mohamed, je pense qu'il mérite son title shot. Il a battu Gilbert Burns, il l'a battu assez facilement. Donc, s'il a un title shot, c'est pas volé. Mais maintenant, s'il a un autre combat avant d'accéder au title shot, je trouve que c'est pas volé non plus. Et un combat contre Usman, pour moi, ça ferait beaucoup de sens. Parce que Usman, voilà, c'est l'ancien champion. Et il est revenu un peu trop vite, selon ses dires. Et il a dit, voilà, moi, je suis revenu. J'aurais peut-être dû attendre un peu. Le mental n'était pas là dans ma revanche contre Edwards. Donc là, il est en train de se refaire, Usman. Usman Mohamed, ça peut donner quelque chose de très joli. Mohamed, il joue beaucoup avec sa lutte. Usman, la lutte, on peut dire que c'est du très haut niveau. Moi, c'est un combat que j'aimerais voir. Et attention à Bilal Mohamed à pas être trop gourmand. Parce qu'on sait que c'est pas le combattant le plus flashy. C'est pas forcément un chouchou de l'UFC. Tu vois, je pense pas que l'UFC va faire sa promotion à fond pour qu'il soit champion. Parce que son style, c'est vrai que pour le grand public, bah, parfois ça peut être un peu chiant à regarder. Même si moi, j'aime beaucoup. Donc voilà, moi je serais lui, je prendrais Usman. Après, c'est un combat risqué, je suis d'accord, il peut perdre. Mais après, c'est le jeu. Quand tu arrives dans le top niveau, tu es obligé de prendre des combats risqués à un moment. Et puis voilà, attention à pas demander trop d'argent. Attention à ne pas bloquer les choses à vouloir attendre trop longtemps. Tu sais pas, tu peux te blesser à l'entraînement, il peut t'arriver quelque chose, puis jamais tu auras ta chance à la ceinture. Donc moi, si j'étais lui, je prendrais le combat qu'on m'offre. Et puis là, clairement, il a un combat de la ceinture. Donc voilà, tu prends Usman, si tu gagnes, tu as la ceinture.
ou alors tu prends le risque de ne pas combattre Ousmane et de croiser les doigts pour être le prochain. Mais c'est pas dit, c'est un pari assez risqué. Là, je vais vous parler un petit peu des combattants de ce week-end. Hier, je vous ai parlé notamment de Dober. Donc Dober, je vous ai dit, il est devenu recordman du nombre de KO chez les lightweight. Avant, il était égalité avec Dustin Poirier. Ils avaient 8 KO chacun, maintenant lui, il en a 9. Et en interview, il a dit que Dustin Poirier, c'était vraiment le fight de rêve pour lui. Alors, il avait dit Michael Chandler, là, il dit Dustin Poirier. Bah, clairement, c'est des mecs, c'est vrai, de toute façon, quand tu les combats, tu sais que ça va être fun. C'est toujours des combattants intéressants, mais il a admis qu'il était quand même un petit peu loin dans les rankings et qu'il lui faudrait peut-être quelques combats avant. Donc il a dit pourquoi pas prendre Jalin Turner ou Paul Felder ou Dan Hooker. Il a dit je pense que c'est réaliste de prendre ces gars-là. Ouais, c'est vrai. Alors Dan Hooker, on va le voir juste après, justement Bobby Green veut l'affronter aussi. Alors je sais pas si Hooker va aller plus vers Green ou plus vers Dober. Visiblement, au vu de ses dires, il irait plus vers Bobby Green quand même. Mais pourquoi pas prendre Dober, pardon. Ensuite, Jalin Turner, ça sera un bon test, parce que Jalin Turner, il a un physique atypique, il est assez grand, il sort d'une défaite contre Dan Hooker, justement. Donc là, tout ce petit monde, Green, Hooker, Jalin Turner, ça se tourne autour. Il a aussi parlé de Paul Felder, c'est marrant, Paul Felder avait notamment combattu Dan Hooker. Donc là, il y a plusieurs combattants qui sont un peu dans le même cercle, qui sont fun à voir combattre, il y a des trucs sympas à faire, et vous avez vu, c'est des gars qui sont pas classés. Je parle pas pour Poirier, mais Hooker, il est peut-être encore classé, remarque, j'ai peut-être une bêtise. Mais c'est des gars voilà, qui seraient tout début de top 15 ou pas classés, et puis ça donne déjà des combats intéressants, c'est pour dire à quel point la division des poids légers, elle est relevée. Donc, affaire à suivre pour Drew Dober, mais ce qui est sûr, c'est que son prochain combat, tout le monde va se connecter pour regarder. Les hardcore fans, en tout cas, ils seront là. Et puis, il y a une petite promo sympa à faire autour de lui si on veut amener plus de gens à se mettre devant leur télé. Puisqu'on parlait de Dan Hooker et de Bobby Green, bah voilà, Dan Hooker, je vous avais dit un samedi soir, avait dit qu'il voulait prendre Bobby Green. Bobby Green a répondu, il a dit ouais, j'ai entendu dire qu'il voulait le combat. Bah écoute, s'il le veut, c'est parti pour le mois de décembre. Donc voilà, il y avait aussi Renato Moicano qui voulait prendre Bobby Green. Bobby Green avait l'air pas très intéressé. Maintenant, s'il est intéressé avec Hooker, si les deux sont ok, ça risque de se faire. Au détriment de Dober, peut-être, mais bon, Dober, il peut se trouver un combat sympa, notamment avec Turner. Hein. Et puis le troisième, c'est un peu le tiercé du week-end, Pyfer, Green et Dober. Et bah Pyfer, lui, il a dit qu'il aimerait bien prendre Paul Craig. Franchement, c'est intéressant et c'est intelligent, parce que Paul Craig, il a quand même pas mal de victoires contre des mecs intéressants. C'est le seul à avoir battu Magomed Ankalaev. Donc fallait le faire quand même sur un triangle, combat dans lequel il était totalement dominé, il nous sort un triangle dans les dernières secondes du combat, fallait le faire. Il a aussi battu l'ancien champion Jamal Hill, il lui avait cassé le bras au premier round. Donc ouais, Paul Craig c'est un combattant intéressant, et puis Pyfer c'est intelligent ce qu'il dit. Il dit là, je sais que Paul Craig il doit affronter mon ami Brendan Allen. Il dit c'est bien, ça me donne le temps de soigner mes petites blessures, et puis ensuite comme ça moi je m'occupe de lui. Prendre Paul Craig, alors ça peut être risqué parce qu'au sol, Paul Craig, tu sais qu'il peut te battre, il a un style de combat très très particulier. Bon, il a l'air d'être un peu sur le déclin récemment, mais accrocher Paul Craig à son palmarès, c'est quand même une bonne chose, puis ça lui permettrait de continuer à monter en puissance. Puisque je vous parle de blessures, il y a Cub Swanson qui vient de poster une photo sur les réseaux. Il explique qu'il s'est fait opérer du dos. Voilà, les blessures, ça fait partie de la carrière d'un combattant. On sait qu'il y a énormément de combattants qui combattent blessés parce qu'ils veulent pas annuler le combat. Notamment, regardez Costa, là, il aurait très bien pu dire bon, bah, moi, je me suis fait opérer du coude, j'attends un peu. Mais quand tu as un combat qui arrive et que tu as envie de rentrer de l'argent, forcément, tu es poussé à combattre même blessé. Et Swanson, il dit voilà, ça faisait 3 ans que j'avais une très très forte douleur dans le dos, et là j'ai enfin pu me faire opérer, et ça s'est bien passé. Donc voilà, ça prouve à quel point les gars parfois traînent des blessures pendant des années. TJ Dillashaw, son opération de l'épaule, il s'est fait opérer, mais je crois que c'est hallucinant. Il est pas loin de 10 opérations de l'épaule, Dillashaw. Donc voilà, les gars, ils laissent des plumes, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. On va passer à la minute box, même si aujourd'hui c'est une minute box un peu hybride, et puis ça concerne Ned Diaz, qui a encore fait parler de lui, parce que voilà, il dit à Jake Paul, écoute, moi je veux prendre ma revanche contre toi, je veux qu'on fasse un combat en boxe et un combat en MMA, mais de toute façon tu vas avoir besoin de temps pour t'entraîner en MMA, alors on verra. Pour le combat de boxe, il avait proposé de faire ça sur l'événement du Nouvel An, alors pourquoi pas, après moi voilà... Ned Diaz, il est toujours cool à voir combattre. Alors, autant en boxe, on pouvait se dire peut-être il va se passer quelque chose. Et puis le combat était pas si nul que ça, honnêtement, ça s'est laissé regarder. Autant en MMA, bon, je pense que Ned Diaz, il va manger Jake Paul. Hein. Surtout s'il combat intelligemment et puis qu'il l'amène au sol, je vois pas Jake Paul faire grand-chose. Et puis il a fait une petite blague, il a dit moi je combats pas au Pussy FL. Donc c'est la petite blague pour le PFL. Pussy, pour ceux qui parlent pas anglais, bon c'est vulgaire, hein, c'est pour dire en gros les petites chattes, un truc comme ça. Donc voilà, c'est assez marrant, c'est du Ned Diaz dans le texte. Je pense pas que Jake Paul va vouloir leur taper.
Ça m'étonnerait, je pense qu'il va vouloir avancer, parce que Paul, on a beau le critiquer, il est quand même toujours à la recherche d'adversaires différents. Bon, même s'il avait fait 2 combats contre Tyron Woodley, mais voilà, il fait son petit bout de chemin. Et puis Ned Diaz, je pense qu'il a surtout pris une grosse somme d'argent, donc il se dit pourquoi pas continuer. Et maintenant les amis, c'est le moment de la minute abonnée. Et vous connaissez le principe, vous commentez la vidéo, je vous réponds dans les commentaires, et s'il y a besoin d'approfondir, je vous réponds aussi pendant la vidéo du lendemain. Alors j'ai complètement oublié de la faire hier, et pourtant j'avais des choses à dire. Je voulais d'abord revenir sur le message de Ezagir Torrens, sur ma vidéo sur Conor McGregor, où je disais dans cette même vidéo que j'avais envie de voir Conor McGregor revenir, et je disais aussi que pour moi, Makhachev qui veut monter en poids welter, pour être double champion, c'est peut-être un peu tôt, parce qu'il n'a pas assez défendu. Et il a dit un truc, Ezagir, qui est vrai. Il me dit, ouais mais attends, quand c'était McGregor, j'ai l'impression que personne s'est plaint. Bah alors déjà, il faut savoir que McGregor, quand il est monté, moi sportivement, je trouve qu'il méritait pas forcément. C'était un phénomène, il est devenu champion en 13 secondes, ok, mais moi, mon avis personnel, c'est que pour être double champ, il faut avoir défendu plusieurs fois sa ceinture et être dominant dans la catégorie. Je l'ai dit dans la vidéo, McGregor il a eu un pass parce que McGregor, faut se remettre dans le contexte de l'époque, c'était une superstar qui montait en puissance et l'UFC voulait voir McGregor avec 2 ceintures, voulait que ce soit le premier à devenir champion avec ses 2 ceintures, et c'est pour ça que ça a été très vite pour lui, c'était la poule aux œufs d'or, il vendait énormément, il y avait une grosse manne financière à se faire, et voilà, l'UFC a fait passer le business avant l'argent. Et moi, je suis pas du tout dans le truc de dire ouais, Makhachev, je veux pas qu'il ait son title shot. Donc, comme j'ai dit ça pour Makhachev, je suis pro McGregor. Je suis pas du tout là-dedans. Moi, je regarde le sport parce que j'aime ça. Peu importe la team, peu importe les histoires autour. Ça rajoute du folklore, mais moi, c'est vraiment ce qui se passe dans la cage qui m'intéresse. Et pour te dire à quel point c'était important pour l'UFC d'avoir McGregor avec 2 ceintures, quand il a battu Alvarez, donc il est devenu double champion, l'UFC lui met la ceinture autour de la taille, donc Dana White, et McGregor, il dit ouais, comment ça, j'ai qu'une seule ceinture, moi j'ai 2 ceintures, je suis double champion. Et l'UFC avait été en coulisses, et c'est Tyron Woodley qui était champion à l'époque, qui avait prêté sa ceinture pour que McGregor puisse avoir 2 ceintures dans la cage. Et en interview, on avait dit à Tyron Woodley, ouais, pourquoi t'as prêté ta ceinture? Et il avait dit, c'est très révélateur, il a dit, les gens ont payé pour voir McGregor avec 2 ceintures dans la cage, alors j'ai donné aux gens ce qu'ils voulaient. Franchement, c'était fort, parce que Woodley, en plus, c'était pas forcément le mec le plus sympathique, je pense que c'est pas le mec qui aimait le plus Conor McGregor au monde. Il avait fait ça, voilà, tout le monde savait bien que ça a été fait pour que McGregor soit marketé à fond, et McGregor, c'est pas le seul privilège qu'il a eu, hein. Je rappelle que quand il a fait le combat de boxe contre Floyd Mayweather, suite à ça, s'il avait pas été double champion, je suis pas sûr que le combat se serait fait. Dana White a toujours dit qu'il voulait pas faire de crossfight, il voulait pas que ces gars ils combattent en kickboxing, en grappling, en boxe, mais pour McGregor, il y avait tellement d'argent à faire qu'il a accepté. Donc voilà, moi je suis d'accord, moi je voudrais que le sportif passe toujours en premier, mais d'un autre côté, ça a amené tellement au sport, ça a amené tellement de gens à s'intéresser à l'UFC, de voir McGregor avec 2 ceintures, et puis voilà, qui faisait sa promo, qui invectivait tout le monde. C'était un move quand même intelligent de l'UFC, voilà, maintenant, moi je suis pas pour que ça se reproduise des tonnes de fois. Mais voilà, c'est mon avis. Si Makhachev un jour a sa double ceinture, moi je serais content pour lui, honnêtement. Ensuite, hier, je vous ai parlé de dopage, et il y a Patrick qui participe souvent dans les commentaires, qui me dit ouais, c'est un sujet délicat le dopage. Par exemple, je suis pas sûr que les athlètes russes qui se déplacent à Abu Dhabi soient beaucoup testés. Moi, c'était ça, désolé, je relis pas le message mot pour mot, mais c'était un peu ça. Ben, c'est vrai qu'on pourrait avoir le doute. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'USADA qui travaille avec l'UFC, ils sont quand même très sérieux. Moi, au début, j'avais peur, pareil, que ce soit un peu bidon. Et le directeur de l'USADA, il avait dit, vous verrez, le jour où on va faire tomber un gros événement au dernier moment, les gens nous prendront au sérieux. Et à l'UFC 200, c'est ce qui est arrivé. Dans la semaine de l'event, John Jones a été contrôlé positif. Ça a été annulé, son combat, c'était vraiment un tremblement de terre. Et moi, depuis ça, je pense que l'UFC est de bonne foi. Il y aura toujours du dopage, il y a toujours des mecs qui vont trouver des moyens de se doper. Alors, on dit toujours, les voleurs ont toujours un coup d'avance sur les policiers. Bah, c'est la même chose dans le dopage. Mais je pense que l'UFC est de bonne foi et je pense que les choses sont faites pour que tout se passe bien. Et il y a aussi Teta Neuneu qui avait dit ouais, si John Jones et Costa se dopent, c'est marrant parce qu'ils n'ont pas du tout le même physique. Et après, bien sûr, il a ajouté voilà, je sais que selon ce que tu prends, ça n'a pas les mêmes effets. Et puis il dit aussi que pour un contrôle antidopage, c'est très difficile de détecter les produits dopants parce qu'il faut vraiment, tu fais pas un contrôle antidopage comme ça puis tous les produits dopants ressortent. Si tu cherches de l'EPO, faut faire un truc bien particulier. Si tu cherches telle molécule, faut faire un test bien particulier. Il a raison, hein, c'est vrai, tu peux tout avoir. Regardez, Dillashaw, il avait été contrôlé positif à l'EPO, t'en as d'autres, c'est les stéroïdes. Et puis si tu peux avoir un corps qui a pas l'air forcément un corps de bodybuilder, comme peut l'avoir un peu Costa, et puis t'es quand même dopé. Anderson Silva, quand il avait été contrôlé positif, bah, tu voyais que c'était un sportif, mais il avait pas encore de bodybuilder. Bah, je vous parle pas des cyclistes, hein, forcément. Les cyclistes, voilà, mais c'est pour autre chose, forcément, le besoin n'est pas le même. Mais voilà, c'est cool que vous participiez. N'hésitez pas à commenter, hein, à commenter. Moi, je vous réponds dans les commentaires, je vous réponds à l'oral. Même si j'oublie un jour, je me reprends le lendemain. Et puis, merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain à 17 h. Salut!